bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Marie-Christine Morel, qui est professeure des universités, qui travaille à Sorbonne Université, également au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Marie-Christine Morel est experte en exobiologie. Donc l'exobiologie, c'est l'étude, enfin, la recherche de l'origine de la vie sur Terre, mais également ailleurs que sur Terre. Marie-Christine a beaucoup travaillé avec le CNES il y a une vingtaine d'années sur la mission MSR 1er. Elle était dans le groupe de travail d'analyse des échantillons martiens qui devaient revenir à cette époque, dans les années 2005-2008. Donc cette mission a été annulée. Elle a été réexhumée maintenant dans un cadre d'un partenariat entre la NASA et l'Agence spatiale européenne, avec un retour d'échantillons après les années 2030. Et on a au CNES des missions d'exobiologie, donc de recherche de traces de vie. Et pour ça, on a un expert thématicien qui est Christian Mustin, donc, qui s'occupe de ces missions. Et dans cette présentation, Christian va commencer par vous présenter les différentes missions d'exobiologie qu'on a au CNES, avant que Marie-Christine vous présentera un petit peu toute cette thématique et vous parler des origines de la vie sur Terre, mais également tout ce qui est fait pour rechercher la vie ailleurs. Voilà, donc bonne conférence à tous, et je laisse la parole à Christian. Alors juste un tout petit rappel avant de commencer, excusez-moi, vous pourrez poser vos questions à la fin de la conférence. On réserve un quart d'heure à la fin pour poser les questions. Également ceux qui sont sur Skype, vous pouvez poser les questions sur Skype et nous on les relaiera dans la salle. Merci. Très bien. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc André m'a présenté, donc Christian Mustin. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le remplaçant de Michel Viseau, qui est parti en 2021. C'est ma meilleure carte de visite que je puisse avoir au CNES. C'est celle du remplaçant de Michel. Voilà. Donc, je m'occupe d'exobiologie, d'exoplanètes au sein des thématiques qui sont gérées au niveau de la direction de la stratégie. Donc, exobiologie, recherche de vie ailleurs, dont Marie-Christine va parler plus longuement que moi, d'exoplanètes, donc la recherche de planètes dans des systèmes extrasolaires, et aussi de protection planétaire qui vont aussi avec l'exobiologie, c'est-à-dire la protection des astres qu'on visite, ne pas contaminer les astres avec des éléments terrestres, et en retour, quand on ramène des échantillons d'astres externes vers la Terre, de ne pas contaminer notre biosphère avec des potentiels systèmes biologiques développés ailleurs. Donc de l'exobiologie. Alors juste ce que je voulais vous rappeler, parce que l'exobiologie a une place un petit peu particulière aussi au CNES. Elle est ancrée dans le CNES depuis 1998 avec les premières missions qui ont été lancées, notamment sur l'ISS, Perseus, avec des premières missions d'exobiologie, notamment de chimie en orbite basse. Donc on est d'abord parti un petit peu des laboratoires. C'est des missions qui ont été conçues dans les laboratoires. Ça, c'est une composante très importante aussi de l'exobiologie. L'exobiologie naît dans les laboratoires, naît dans la tête de chimistes, de biochimistes, de biologistes, en se disant qu'est-ce que la vie et comment puis-je découvrir de la vie ailleurs? Quels vont être les éléments qui vont me permettre de découvrir un système vivant ailleurs? Donc on se pose la question, bien entendu, par rapport à la vie terrestre qu'on connaît, parce que c'est toujours la référence, et de savoir si la vie terrestre déjà est essentiellement liée qu'à la Terre, c'est-à-dire que tout a été fait sur Terre, tout a été fabriqué sur Terre, ou est-ce qu'on a effectivement des apports extérieurs? Et très rapidement, la réponse arrive. Bien entendu, on a des apports extérieurs. Et cette chimie, qui est chimie organique, alors on en parlait juste avant, cette vision organique avec organisme derrière, c'est la vision vitaliste. On pensait que la matière organique ne pouvait être créée que par les organismes vivants et qu'il y avait effectivement une certaine sphère fermée autour des organismes vivants et la création de cette matière organique, et de la production de cette matière organique. Et bien entendu, on a découvert de la matière organique, de la matière carbonée, fossile et autres, et fabriquée par, bien entendu, d'autres processus que les systèmes vivants. Donc ça a été un petit peu la base. Et les premières missions en 98, donc les premières missions visent à emmener des matières organiques dans l'espace, en orbite basse, à regarder leur comportement, à les soumettre à des radiations. C'est les premières missions un peu d'exposition, on se soumet. Et on regarde aussi des phénomènes comme la chiralité, le fait qu'on ait un monde homochiral. Je pense que Marie-Christine en reparlera peut-être un petit peu, ou pas. Voilà, donc le fait qu'on soit tous constitués de molécules qui sont main droite, main gauche, on n'a qu'une seule main, en fait. La nature n'a qu'une seule main. Et l'exploite à fond sur Terre. Et puis, donc, parti de cette orbite basse, on est allé vers des horizons un peu plus lointains. Et vraiment, la mise en place des missions martiennes avec
notamment Mars Express, avec les premiers rovers sur Mars, Sojourner, etc., dès les années 99 pour les Américains. C'était vraiment les premières grandes missions, et tout le monde avait cette ambition dès le départ. Et côté NASA, on trouvait cette ambition d'aller sur Mars chercher de l'eau, parce que l'eau est un élément, un ingrédient essentiel du vivant. Et donc ces missions, alors beaucoup d'échecs au départ, je ne vais pas raconter ça, mais grosso modo, les premières missions en orbite autour de Mars ont amené à observer cette planète, se dire effectivement c'est peut-être un endroit intéressant en termes de géologie, qui a des points tout à fait similaires à ce qu'on connaît sur Terre. Et si on retrouve de l'eau, potentiellement ça peut être un berceau, une planète qui a pu abriter de la vie dans le passé. On la connaît mieux maintenant, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas vous faire un cours sur Mars. Et puis arrive aussi l'idée qu'on trouve de la matière organique. Alors on trouve de la matière organique aussi dans les micrométéorites. Pardon. On trouve de la matière organique aussi dans les micrométéorites. Et donc cette matière organique, on la voit diversifiée avec des acides aminés. On trouve des molécules organiques très intéressantes pour le vivant. Et ces matières organiques, ces micrométéorites, collectées en Antarctique ou collectées sans contamination externe par la Terre, peuvent amener de la matière organique sur Terre. Et donc, on a vite la confirmation qu'une partie de la matière organique, et sans doute une grande partie de la matière organique, provient de l'extérieur et a été amenée sur Terre. Donc, y compris dans les mesures en exobiologie sur l'ISS, on commence à se demander, est-ce que de la matière organique pourrait rentrer sur Terre par le biais de micrométéorites, si elle n'est pas dégradée et si elle conserve ses propriétés. Donc tout ça, c'est aussi une partie de l'exobiologie. Et forcément, quand on parle de l'extérieur, on se dit, mais où ça s'est formé ? On envisage le milieu interstellaire, loin, proche des étoiles, sur des particules glacées ou des particules silicatées formées de silice, etc. Et puis sur des petits corps. Et bien entendu, on envisage aussi les exoplanètes. Et bon, COROT, pour ne citer que lui, puisque c'est une mission CNES, COROT est quand même un des premiers télescopes à remettre en évidence des exoplanètes et à piquer la curiosité de certains chercheurs à l'époque de savoir si des planètes peuvent être terrestres ou sans même être terrestres. Et donc, on s'intéresse donc aux planètes, aux petits corps. Il y a énormément de missions sur les petits corps. Vous en avez entendu parler, des plus récentes, Hayabusa 2. Vous avez Osiris-Rex qui vont ramener des corps d'astéroïdes. On a des futures missions qui vont tenter d'aller chercher des échantillons sur des comètes. Côté japonais, en tout cas, côté JAXA, c'est réfléchi. Et on a aussi ces missions, bien entendu, Rosetta, à la découverte d'une comète et du fonctionnement d'une comète et de cette matière organique, ces comètes qu'on voyait blanches, qu'on pensait constituée d'eau, essentiellement, un panache d'eau. On parlait de panache, la coma de la comète. On découvre que c'est formé de matière minérale et aussi énormément de matière organique et que c'est sombre. C'est extrêmement sombre. Ce n'est pas cette image éclatante qu'on a de la comète dans le ciel, mais vraiment un objet sombre formé de matière organique. Donc, on revient toujours sur la matière organique. Finalement, on en trouve partout autour de nous. Et donc, l'intérêt aujourd'hui, c'est d'aller vers les futures missions de retour d'échantillons. Vous entendrez parler, bien entendu, de mission martienne, MSR, retour d'échantillons martiens à l'horizon 2033. Et puis aussi, ce qu'on ira faire sur les lunes glacées, c'est-à-dire des endroits où il peut y avoir de l'eau à l'état glacé, où il y a beaucoup plus d'eau que sur Terre, sur ces lunes glacées. La Terre étant finalement, malgré tout, peu riche en eau, entre guillemets, peu d'eau par rapport à sa masse, or que des corps dans le système solaire ont beaucoup plus d'eau par rapport à leur masse, et comparativement à leur masse, ça peut aller jusqu'à 30 ou 40% d'eau. Donc voilà, donc on est vraiment, et Marie-Christine, je pense, le montrera, on est en exobiologie, on est sur la piste de l'eau, la piste des molécules et des matières organiques, avec la petite nuance organique. Vous pouvez entendre matière organique carbonée, matière organique qui est formée de carbone, et aussi des niches minérales, c'est-à-dire on cherche les niches du vivant, ou les niches dans lesquelles se sont formés les premiers systèmes vivants. Et bien entendu, la niche essentielle à laquelle on pense, c'est la niche minérale, c'est-à-dire la planète, mais aussi à toute petite échelle, des minéraux qui peuvent être formés. Donc voilà, donc, juste pour vous donner un petit aperçu, donc avec ce schéma, donc, on cherche les origines de la vie et la vie dans le milieu interstellaire avec cette chimie prébiotique. Aujourd'hui, on sait que ça se forme autour, et c'est les télescopes d'observation, autour des étoiles. Dans les systèmes exosolaires, formation et évolution de ces planètes, on essaie de comprendre comment ces planètes se forment et quels peuvent être leurs climats. On découvre une diversité fabuleuse de planètes, donc on n'imaginait pas au départ, d'exoplanètes.
Et puis à partir de ces exoplanètes et ces exosystèmes, on peut envisager de trouver et de rechercher des formes de vie et de trouver des marqueurs ou des biomarqueurs ou des biosignatures, comme on appelle. Alors peut-être, soyons plus humbles, des indices de formes de vie, voilà, en disant finalement je vais devoir accumuler un certain nombre d'indices pour avoir la preuve d'une trace de vie, de l'existence d'un organisme vivant. Autre point qui est très important aujourd'hui, c'est qu'autour de cette exobiologie, l'exobiologie participe aussi à construire la notion d'habitabilité. Aujourd'hui, si vous avez à faire la démonstration d'une planète habitable, il faut y mettre un être vivant. C'est le seul moyen de qualifier l'habitabilité d'un système vivant, un système planétaire, par un organisme vivant. Donc, l'exploration humaine va nous amener aussi à poser les questions de l'habitabilité dans certaines conditions, certains endroits, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme ressources in situ et comment sur ces ressources-là, la vie peut s'incorporer. Donc demain, l'exobiologie sera peut-être aussi de l'exobiologie lunaire ou de l'exobiologie, c'est-à-dire de la biologie ailleurs que sur Terre, sur d'autres astres. Donc de voir notre biologie terrestre se comporter sur d'autres astres où les conditions sont radicalement différentes. Donc bien entendu, cette habitabilité amène aussi la notion de protection planétaire et le risque lié que j'ai déjà évoqué au retour d'échantillons, mais aussi à toute cette phase d'exploration qui va aller grandissante. Et donc, moi, ce que j'espère, en tout cas, ça c'est mon mot, c'est qu'on arrive progressivement à une forme d'écologie planétaire, c'est-à-dire l'écologie, vous savez, écos en grec, c'est l'habitat, c'est la maison. Donc c'est véritablement cette conception de la maison ailleurs, de l'exoécologie, si on oserait oser le terme, l'exoécologie planétaire. Donc voilà, donc je vous laisse avec ces mondes, alors ces mondes comme Titan, voilà, comme avec Saturne, pour laisser la parole à Marie-Christine. J'ai dressé un petit panorama assez simple pour vous représenter l'exobiologie, mais voyez aussi que l'exobiologie, c'est quelque chose qui, contrairement à beaucoup d'autres sciences, part de l'expérimentation au niveau du laboratoire, revient sur l'observation et l'exploration in situ, et retourne au laboratoire. Parce que la trajectoire que vous devez avoir en tête, c'est qu'on est parti du laboratoire, on est monté on est allé faire des expériences en orbite, on explore maintenant d'autres mondes, et on va revenir avec les retours d'échantillons au laboratoire, réutiliser nos instruments, et puis là où effectivement on peut faire des analyses beaucoup plus performantes. Donc il y a cette dimension expérimentation qui est propre à l'exobiologie, qui n'existe pas en astronomie. L'astronomie expérimentale, c'est quelque chose de très difficile. Modéliser, faire fonctionner une étoile en laboratoire, faire fonctionner une planète en laboratoire, ce n'est pas quelque chose de facile. En revanche, la biologie, la chimie sont depuis longtemps des sciences expérimentales par essence et d'observation du monde qui les entoure. Voilà. Donc je passe la parole à Marie-Christine qui va vous emmener, je pense, bien au-delà de l'exobiologie, voire vers la xénobiologie. Oui. Voilà, merci beaucoup, Christian, pour cette bonne introduction qui me permet de ne pas parler de choses que je ne connais pas. Donc, c'est parfait. À savoir, enfin, pas que je ne connais pas, mais que je connais beaucoup moins bien que vous tous, d'ailleurs, que le CNES en général. En introduction, je voudrais remercier André Debus qui m'a invité à donner cette conférence, ainsi que Alice Le Breton, qui a beaucoup contribué à ce qu'elle se fasse, parce qu'elle a été reportée plusieurs fois en raison de différents aléas que tout le monde connaît. Et puis Christian aussi, qui s'occupe de l'exobiologie au CNES, et puis au CNES en général, avec qui je travaille, entre guillemets, depuis de très nombreuses années. Christian a eu la gentillesse de rappeler mes jeunes années, où il était aussi dans le même comité que moi au CNES, où on voyait déjà dans les années 90 le retour d'échantillons martiens. Il y avait une très très bonne équipe au CNES qui travaillait avec la NASA sur ces questions-là. Puis ça a été abandonné, puis repris, enfin, etc. Bon, donc moi, ma spécialité, ce sont les origines de la vie. Je suis biochimiste. Et je fais également de la biologie moléculaire. Et donc, je vais vous aborder et vous présenter le sujet sous cet angle-là. Donc, origine et évolution de la vie sur Terre et ailleurs, etc. Donc, bon. Ah non, là, il n'y a que des techniciens, donc je vais m'en sortir. Qu'est-ce qui se passe ?
Au secours. Ça marchait tout à l'heure. C'est toujours pareil, ça marche pendant les tests. Alors. Non. Bon, ben ça marche plus. Mercredi. Ça a marché, je crois. Voilà. Il y a un petit temps de latence, alors vous attendrez avec moi qu'on arrive à la diapo souhaitée. Donc la première question que l'on va se poser, c'est d'où vient la vie ? Et puis, d'où vient la vie ? Alors c'est une question que je dis toujours, que je désigne toujours comme une question enfantine. Tous les enfants se posent cette question. Bon, d'une part vis-à-vis de leurs parents, évidemment, puisqu'ils s'aperçoivent qu'ils sont issus d'un papa et d'une maman, d'une maman et d'un papa. Et puis, au-delà de cette question existentielle qui est d'où je viens, comment je suis venu au monde, comment j'ai été fabriqué, eh bien, il y a un rapport à la nature. Les enfants ont un rapport absolument immédiat et viscéral à la nature, c'est-à-dire ils aiment se promener en forêt, ils adorent sortir dans les jardins, ils adorent les animaux. Donc, la vie, pour eux, ça a une réalité vivante, absolument. Et donc, c'est une question que je dis enfantine. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécue et qu'elle ne m'a jamais quittée. Et je sais que pour beaucoup de gens, la question de d'où vient la vie, d'où je viens, est une question fondamentale dont on pourra discuter plus tard, si vous voulez. Et puis, la deuxième question que l'on se pose à partir de celle-ci, c'est est-ce que les choses se sont-elles toujours passées comme on les observe aujourd'hui ? En 2022 ou même en 2000 ou même dans les années 1900 au XXe siècle, est-ce que tout s'est toujours passé comme on l'observe aujourd'hui, à la fois dans la nature, mais également dans les laboratoires ? Puis la troisième question qui me vient à l'esprit, c'est connaissons-nous tout le vivant qui existe sur Terre ? Pour l'instant, je parle de la Terre. Donc, connaissons-nous tout le vivant qui existe sur Terre ? Eh bien, il se trouve que non, que ces dernières années, les systématiciens, les taxonomistes, les biochimistes, les généticiens, ceux qui font ce que l'on appelle de la métagénomique, c'est-à-dire qui vont ramasser des échantillons dans les océans ou dans les terres profondes, eh bien, remontent à la surface toute une série de choses qui sont complètement inconnues et qui, cependant, appartiennent à un monde vivant entre guillemets. En fait, nous ne connaissons que 10 à 15% des espèces vivant aujourd'hui et qui représentent elles-mêmes environ 1/1000 des espèces et des organismes vivants qui ont existé depuis environ 4 milliards d'années. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin dans la compréhension de ces chiffres-là, il y a un article fondateur qui est paru en 2011 dans PLOS Biology et qui retrace donc les modèles qui aboutissent à ces chiffres auxquels aujourd'hui nous sommes confrontés. Enfin, une autre question qui surgit quand on se pose d'où vient la vie, la question d'où vient la vie est-elle présente ailleurs dans l'univers ? Et de quelle forme de vie nous parlons ? De quelle vie ? Les xénovies. Alors xéno, ça vient de étranger, donc une vie étrangère, une vie ailleurs. Et puis évidemment la question que l'on se pose tous aussi, qui a des répercussions à la fois épistémologiques, philosophiques, pour certains religieuses et d'autres plus scientifiques, eh bien, qu'est-ce que la vie ? Donc on va essayer de balayer rapidement toutes ces questions. Alors le temps, bien. Donc je pense, Alice, qu'il faut que vous restiez là. Je comprends pas ce qui se passe, c'est bizarre. C'est pas drôle s'il n'y a pas des soucis techniques. Oui, c'est vrai que... C'est celle-ci ? J'en sais rien, oui, c'est possible. Oui, c'est celle-là. Oui, alors donc, Christian a évoqué, pour conclure, la xénobiologie. Alors la xénobiologie, c'est une discipline totalement récente qui a environ 5 à 10 ans grand maximum. Et comme vous le voyez ici, qui est à l'interface entre plusieurs disciplines, la chimie des systèmes, la biologie de synthèse, l'exobiologie
et la communauté des scientifiques qui s'intéressent aux origines de la vie. Donc à l'interface de ces 4 grands domaines disciplinaires, eh bien, il y a une discipline qui s'appelle la xénobiologie. Donc j'ai développé cette discipline, enfin le contenu scientifique de cette discipline dans un ouvrage que j'ai coécrit avec un astrophysicien, Michel Cassé. Et donc je vais vous montrer en quoi consiste cette xénobiologie. Alors bon, il faut rester là, Alice. Pardon, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, si si on se rapporte à l'échelle des temps géologiques, donc vous savez que l'univers, c'est le Big Bang, entre guillemets, l'univers s'est formé aux alentours de 13,5 milliards d'années. Et puis, il y a eu ensuite des galaxies qui se sont formées. La formation de l'univers a duré un certain temps, jusqu'à l'apparition de ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la formation de la Terre aux alentours de 4,5-4,6 milliards d'années. Et puis, comme vous le voyez ici, il a fallu à peu près 1 milliard d'années pour que tous les atomes qui sont issus de la formation, d'une part des étoiles et de la formation de la Terre, eh bien, tous ces atomes se rencontrent et réagissent pour former des molécules carbonées, ou pas d'ailleurs, puisque vous voyez ici que nous avons du méthane, du dioxyde de carbone, du monoxyde, de l'H2S, l'hydrogène sulfuré, de l'ammoniac, qui ont elles-mêmes réagi entre elles, on va le voir tout à l'heure, pour former des molécules un petit peu plus élaborées, de l'acide cyanhydrique, du formaldéhyde, qui vont eux-mêmes réagir pour donner donc ce que l'on appelle, entre guillemets, les briques élémentaires du vivant, qui sont constitutives des peptides, c'est-à-dire des petites protéines, ou de plus grosses protéines, et constitutives, voilà, et constitutives de... non, on y va en arrière. Voilà, non, oui. Et constitutives, donc, d'une part, des protéines, des peptides, et puis d'un monde ARN qui aurait précédé le monde ADN sur lequel aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire que les organismes vivants sont fondés, enfin, etc. Sauf qu'il y a d'autres organismes, d'autres agents vivants en tout cas, comme les virus, les viroïdes ou d'autres particules qui font partie du monde vivant. On pourra en parler si vous voulez tout à l'heure. Donc tout ça se serait passé, hein, alors j'emploie beaucoup de conditionnels, ça se serait passé au cours du premier milliard d'années. Et à l'issue, entre guillemets, de ce premier milliard d'années de la vie de la Terre, eh bien, des premières cellules du type prokaryote, c'est-à-dire donc avant des cellules à noyau, des cellules prokaryotes se seraient formées aux alentours de 3,4 milliards d'années. Et puis, il aurait fallu attendre 2 milliards d'années supplémentaires pour qu'apparaissent les premières cellules à noyau, c'est-à-dire les cellules eucaryotes, qui contiennent donc un noyau avec des chromosomes à l'intérieur, la plupart du temps de l'ADN, évidemment, et puis d'autres éléments, puisque ces premières grosses cellules eucaryotes ont phagocyté des plus petites cellules par endosymbiose, et ça a donné donc des organites absolument indispensables à la production d'énergie, comme les mitochondries, ou à la captation d'énergie solaire par les plantes ou les cyanobactéries, donc comme les chloroplastes ou les parois, les membranes de thylakoïdes des cyanobactéries. Donc tout ceci s'est passé en 2 milliards d'années, et puis il a fallu encore attendre 1 milliard d'années supplémentaires pour que les premiers organismes pluricellulaires apparaissent. Et donc vous allez le voir ici dans cette diapo suivante. Vous allez voir ici, j'ai rapporté donc dans cette première échelle, ici à l'échelle d'une année, ce qui s'est passé depuis 3,8 milliards d'années. Alors vous voyez en janvier, février, mars, avril, mai, juin, enfin, etc., tous les 300 millions d'années à peu près, eh bien, il s'est passé des choses extrêmement importantes. Les premières protocellules aux alentours de 3,4, j'en ai parlé. Aux alentours de 2,4, 2,2 milliards d'années, il y a eu ce que l'on a appelé la grande catastrophe de l'oxygène, c'est-à-dire que avant 2,4 milliards d'années, eh bien, il n'y avait pas d'oxygène disponible sur Terre.
L'oxygène, qui était produit comme un déchet par des micro-organismes, était immédiatement fixé par du fer, par exemple, du fer ferreux pour donner du fer ferrique, dont on se sert encore aujourd'hui dans les gisements d'exploitation de fer. Et puis, tout d'un coup, il n'y avait plus de fer ferreux disponible, et l'oxygène donc s'est répandu à la fois dans les océans et a commencé à coloniser donc l'atmosphère de la planète. Et puis, donc, je l'ai dit tout à l'heure, des cellules à noyaux à partir du mois d'août, on approche, là, au mois de septembre, on arrive à presque aujourd'hui. Et puis, aux alentours de 600 millions d'années, la Terre a subi une très, très grande glaciation. On sait très peu de choses de tous les événements géologiques qui se sont produits là. Enfin, on en sait quelques-uns, mais pas assez. Et 600 millions d'années, on commence à trouver ce qu'on appelle des traces fossiles. Alors, les traces fossiles, c'est ce qu'on appelle la faune d'Ediacara, c'est-à-dire une région de l'Australie, où on a trouvé des traces putatives d'animaux à corps mou, c'est-à-dire qu'on n'a absolument aucun fossile sonnant et trébuchant, enfin solide, mais ce sont des empreintes et dont on sait aujourd'hui, enfin c'est des images absolument magnifiques. Regardez Ediacara sur Wikipédia, vous verrez, c'est très très beau. Sauf qu'on ne retrouve absolument aucun organisme aujourd'hui qui ressemble à ça. Donc cela veut dire que toute la faune d'Ediacara a été balayée aux alentours de 600 millions d'années, peu de temps après sa formation. Et puis aux alentours de 540 millions d'années, alors là c'est Byzance, vous le voyez, on a 3 grandes ères, paléo, méso et cénozoïque. Et bien là c'est Byzance en termes de fossiles. On retrouve donc la faune des schistes de Burgess et puis toute une série de traces fossiles qui dénotent donc de la sortie des eaux, des premières plantes terrestres, des premiers reptiles, des premières fleurs, des premiers, évidemment, des dinosaures et puis des premiers mammifères qui sont apparus au moment où les dinosaures ont disparu. Enfin, les mammifères existaient, mais ils existaient sous les pattes, les énormes pattes des dinosaures. Et ils ne pouvaient pas occuper de niches écologiques qui leur étaient favorables. Donc, dès que les dinosaures ont libéré ces niches écologiques, les mammifères se sont développés, d'où nous voilà aujourd'hui. Et puis, vous voyez, donc là, on est vraiment au mois de décembre. On n'y est pas encore, parce qu'aujourd'hui, on commence à peine novembre. Et donc là, c'est l'actuel, c'est-à-dire l'apparition du genre Homo, donc tous les Homo, Erectus, habilis, Ergaster, enfin, etc., jusqu'à arriver à Homo sapiens, et jusqu'à arriver donc à l'actuel, ici vraiment au 31 décembre à 23h59, aujourd'hui, donc c'est l'extinction Holocène-Anthropocène, c'est-à-dire une des dernières extinctions où l'espèce humaine, Homo sapiens, est devenu une force géologique capable à lui seul de transformer la planète exactement comme ont agi toutes les forces géologiques ici, les tremblements de terre, les volcanismes, les glaciations, enfin, etc. Toutes ces extinctions qui se sont produites et que l'on peut tout à fait connaître aujourd'hui et identifier grâce aux traces fossiles, eh bien, toutes ces forces géologiques-là, aujourd'hui, sont médiées par l'activité humaine. D'où la question fondamentale dont on pourra discuter si vous voulez et qui est aujourd'hui maintenant discutée absolument partout compte tenu de la crise climatique qui est accélérée par l'espèce humaine. Donc, vous voyez, donc je reviens quand même un peu sur la formation de la vie qui s'est formée donc, dans le système solaire, comme vous le voyez ici, sur la planète Terre, qui occupe un espace absolument privilégié et unique dans le système solaire. Et sur cette planète Terre, ici, eh bien, il y a de l'eau liquide. Elle est située à une très bonne distance du Soleil, qui permet à l'eau liquide qui s'est formée, alors soit à partir du magma, soit à partir d'apports cométaires. Donc il y a plusieurs travaux à ce sujet que vous connaissez certainement très très bien. Eh bien, sur Terre,
eh bien, l'eau liquide a permis que se développe toute l'histoire du vivant. En fait, 90% de l'histoire de la vie s'est passée dans l'eau. Et les 10% actuels donc, correspondent aux différentes sorties des eaux dont j'ai déjà parlé. Alors la vie, tout le monde se demande quelle est la définition de la vie. Il y en a beaucoup, je vous donnerai la mienne tout à l'heure. Mais pour l'instant, disons qu'il y a un large consensus dans toute la communauté biologique pour dire que la vie se présente sous forme de cellules. Une cellule, c'est un compartiment, comme vous voyez ici, donc des cellules bactériennes, ce qu'on appelait autrefois les microbes, et puis des archébactéries aussi, qui sont sous forme d'un seul compartiment. En général, leur taille est de 1 à 10 microns, et dans ce compartiment, il y a beaucoup d'eau, et il y a toute une série d'éléments très importants, du matériel génétique, de l'ADN, et puis toute une série de protéines dont nous parlerons. Et puis au-delà des cellules donc de type prokaryote, pro ça veut dire pro avant, et karyote, kario ça veut dire noyau, donc des cellules avant le noyau, ce sont des petites cellules, eh bien sont apparues donc aux alentours de 1,5 milliard d'années des cellules eucaryotes qui sont un petit peu plus grosses, de 10 à 100 microns, qui peuvent même être beaucoup plus grandes, par exemple un neurone c'est beaucoup plus long que 100 microns. Et bien dans ces cellules, donc vous le voyez, il y a toute une série des mitochondries qui sont d'anciennes bactéries qui ont été colonisées par un grand compartiment. Et puis il y a aussi dans les cellules végétales, en plus des mitochondries, il y a des chloroplastes qui, grâce à la chlorophylle, sont capables de capter la lumière solaire pour transformer le CO2 en molécules carbonées, molécules organiques ou carbonées dont a parlé Christian tout à l'heure. Donc si l'on commence à investiguer à l'intérieur de ces petits compartiments, là, que ce soit les mitochondries ou le noyau, ici, on s'aperçoit qu'il y a des chromosomes et il y a de l'ADN, acide désoxyribonucléique, qui est transmis de génération en génération chaque fois que une cellule se divise. Mais il y a également d'autres objets, entre guillemets, qui sont très très importants et qui font partie du monde vivant, à mon avis. Par exemple, les virus, qui sont extrêmement petits. Un virus, qu'est-ce que c'est ? C'est une enveloppe qui contient un ADN ou un ARN. Et cette particule virale, ce virus, est capable de se répliquer, mais il se réplique dans un environnement qui lui est propre, qui est une cellule. De la même manière qu'une cellule se réplique dans un environnement qui lui est propre, qui peut être soit de la terre, soit un autre organisme vivant. Eh bien, le virus se réplique à l'intérieur des cellules, une capside, c'est-à-dire une enveloppe, avec de l'ADN ou de l'ARN. Il y a des virus à ARN, comme le coronavirus que dont nous avons fait connaissance il y a depuis 2-3 ans. Et puis, il y a des choses qui sont encore plus petites que les virus, des particules subvirales, qui, elles, sont constituées uniquement d'ARN, acide ribonucléique, donc un proche parent de l'ADN, qui aurait d'ailleurs précédé l'ADN au cours de l'évolution. Et ces particules subvirales n'ont absolument pas d'enveloppe ni de capside. C'est de l'ARN qui se promène absolument nu. Là, ici, je suis en train d'en postillonner peut-être sur ce micro. C'est de l'ARN tout nu et qui se réplique lui aussi à l'intérieur d'une cellule hôte, exactement comme le font les virus. Donc, la plupart des viroïdes ont été trouvés chez les plantes. Nous, au laboratoire, on a montré qu'on pouvait en trouver chez d'autres organismes eucaryotes, par exemple la levure Saccharomyces cerevisiae, et puis également chez des prokaryotes, chez des cyanobactéries. Donc voilà, donc ça c'est le vivant dont nous sommes. Nous sommes un assemblage de cellules eucaryotes, et vous savez que nous avons donc 30 000 milliards de cellules eucaryotes qui nous constituent, et il y a 10 fois plus de bactéries en nous que de nos propres cellules, et qu'il y a 100 fois plus en nous de virus que de nos propres cellules. Donc, à la fois, vous devez savoir que quand vous avez le spleen, vous n'êtes pas seul au monde. Vous pouvez vous dire, mais oui, je suis protégé, j'abrite des microbes, des bactéries qui me protègent. Et
Idem pour les virus. Pas toutes les bactéries sont pathogènes, pas tous les virus sont pathogènes. Il y a des virus à l'intérieur de nous qui nous protègent des bactéries pathogènes. On appelle ça des bactériophages. Ça va bouffer les mauvais microbes. Et puis, il y a des bactéries, évidemment, vous le savez, quand vous mangez trop d'antibiotiques, vous êtes complètement fichu sur le plan gastrique parce que vous éliminez un équilibre de votre microbiote qui est absolument indispensable à votre propre vie. Donc, nous ne sommes pas seuls au monde, nous abritons, nous sommes nous-mêmes un immense écosystème qui abrite la vie. Alors, pour aller... voilà, donc simplement là, 2-3 points historiques dont vous avez peut-être le souvenir de vos études. Eh bien, les premiers à s'être interrogés vraiment au plan scientifique. Non pas les premiers, parce qu'il faudrait remonter l'histoire des sciences beaucoup plus loin. Mais disons que ceux que l'on a l'habitude de rencontrer dans nos ouvrages, aussi bien dans l'enseignement secondaire qu'à l'université, ce sont Oparin et Haldane qui, dans les années 1920, se sont dit il y avait aux origines de la vie sur Terre un océan primitif dans lequel s'est formée une soupe prébiotique dans laquelle se sont déposées les briques élémentaires du vivant qui venaient de partout, de l'espace, de la Terre, des profondeurs, enfin, etc. Et ces briques élémentaires du vivant ont formé des premiers compartiments que l'on a appelés des coacerva. Brungenberg de Jong était un grand physiologiste belge qui a fabriqué les premiers coacerva par la polycondensation thermique d'acides aminés. Il a chauffé des acides aminés, il a regardé au microscope, il a vu des vésicules. Et puis ensuite, d'autres ont fabriqué des vésicules avec des lipides. Vous savez que quand vous mettez un morceau de beurre dans l'eau, ça forme une bulle. Eh bien, ça forme donc des compartiments. Des compartiments. Et puis, alors sur le plan mécanique, c'est très facile de faire ça. Donc, pour rechercher des traces de vie, c'est compliqué, vous allez voir, puisque Erington, dans les années 2009 et 2013, a publié des articles absolument magnifiques, entre autres dans Nature, où il a montré que des bacilles, des micro-organismes, Bacillus subtilis, de forme L, c'est-à-dire qui sont dépourvus de parois. En principe, les micro-organismes ont une membrane et puis une paroi. Mais il existe des bacilles en particulier qui n'ont pas de paroi. Eh bien, ces bacilles sont capables de fusionner entre eux, de se scinder, afin d'avoir toute une série de mouvements mécaniques qu'il a comparé dans un papier absolument magnifique, donc qui forment des blobs, comme ça, des espèces de progéniture, et qu'il a comparé à ce qui se fait dans les mêmes conditions expérimentales avec des vésicules lipidiques, ce qu'on appelle des liposomes. Et dans les liposomes, on observe aussi donc, des fusions, des scissions, des bourgeonnements exactement comparables à ce que fait Bacillus subtilis. Donc sur le plan mécanique, certains vous diront « Ah, on peut reproduire la vie. » Voilà, on peut reproduire la vie en laboratoire. On fait des compartiments qui s'associent, qui se dissocient, enfin, etc. Mais hélas, la vérité n'est pas aussi simple que cela. Et voilà, donc la recherche a continué. Dans les années 1950, je suppose que tout le monde a entendu parler de la fameuse expérience de Stanley Miller, qui était un jeune étudiant de 20 ans et qui voulait reproduire les conditions de la Terre primitive. Donc il est allé voir Harold Urey, qui venait d'obtenir le prix Nobel pour la découverte du deutérium dans l'espace, dans l'atmosphère, et il lui a dit « Je veux faire l'atmosphère primitive dans votre laboratoire ». Urey lui a dit « Voilà un coin de paillasse, quand tu auras trouvé, tu viendras me voir et puis on en discutera ». Ce que Miller a fait, il a construit cet appareillage que vous voyez ici, donc de l'eau ici, qu'il va chauffer à 500 degrés, qui va s'évaporer, qui va aboutir dans ce ballon dans lequel il a mis du méthane, de l'ammoniac, de l'hydrogène, et puis donc cette fameuse vapeur d'eau qui s'est recondensée. Et ici, dans ce tube-là, au fond du tube, eh bien, qu'a-t-il obtenu au bout d'une semaine d'expérience? Il a obtenu des acides aminés en tout point semblables aux acides aminés que vous et moi, nous avons dans nos propres cellules et que tous les organismes vivants ont. Donc, évidemment, la presse, vous la connaissez, s'est emparée du phénomène. On peut recréer la vie en laboratoire.
Et j'ai des coupures de presse absolument extraordinaires du New York Times, de Washington Post, etc., en disant on peut créer la vie en laboratoire, etc. Bon. Eh bien, les choses ne sont pas aussi simples, comme nous allons le voir dans quelques instants. Et puis, quelques années après, Juan Oro, qui a été ennobli par le Juan Carlos pour sa découverte, a réussi à montrer, toujours en laboratoire, eh bien, que une des bases azotées de l'adénine ou de l'ADN ou de l'ARN, vous savez qu'il y a 4 bases qu'on appelle, on va y revenir, canoniques, ATGC pour l'ADN, AUGC pour l'ARN, mais enfin l'histoire ne s'arrête pas là. Eh bien, vous allez voir, Juan Oro, dans les années 60, a pris de l'acide cyanhydrique, que l'on trouve partout dans l'espace, et qu'il a soumis à de l'ultraviolet, des rayonnements ultraviolets. Au bout d'un certain temps, il a fabriqué, il a mis en évidence, il a analysé sa découverte et il a trouvé de l'adénine. Donc là aussi, on pouvait fabriquer les briques élémentaires du vivant en laboratoire. Alors ça, c'est ce qui se passe soit dans l'atmosphère, soit dans l'eau. D'autres chercheurs ont proposé que les surfaces minérales jouent un rôle majeur dans la formation des premières briques élémentaires du vivant, en particulier des argiles ou des sulfures métalliques. Tout le monde a entendu parler, je fais juste des petites parenthèses comme ça, de la génération spontanée dans la bouche chaude du Nil. D'ailleurs, vous savez que le mot chimie vient de Kemet, qui en égyptien ancien signifie boue, terre noire. Donc, vous voyez, les choses ont un sens. Si on arrive à débobiner tous les fils, eh bien, sur la terre noire du Nil, eh bien, par génération spontanée, Aristote disait qu'on voyait apparaître des crocodiles, des serpents, enfin, etc. Donc là, évidemment, ce que je vous montre ici, ça n'a rien à voir avec cette génération spontanée, mais vous voyez qu'il y a des chercheurs, en particulier Desmond Bernal, qui a été le père fondateur de cette hypothèse, suivi par Wasterhauser, Kern Smith et d'autres. Eh bien, vous voyez qu'à partir du sulfure de fer, eh bien, en présence d'hydrogène sulfureux, on peut obtenir un minéral extrêmement intéressant qui est la pyrite de fer. Et à partir de cette pyrite de fer, on peut obtenir, donc l'on trouve en abondance sur les fumeurs noirs et dans les fumerolles des sites hydrothermaux de surface, eh bien, on peut obtenir des molécules carbonées et des molécules organiques. Donc vous voyez que la recherche fait feu de tout bois dans les laboratoires pour rechercher d'où viennent ces briques élémentaires du vivant. Et puis, last but not least, si je peux me permettre, cette mauvaise prononciation, eh bien, vous voyez ici qu'il y a une théorie extrêmement porteuse qui a été émise en premier par la NASA et qui est reprise largement par les astrobiologistes et les exobiologistes, à savoir que les briques élémentaires du vivant proviennent de l'espace. De fait, on trouve dans les météorites ici, dont 10 tonnes par an tombent sur Terre, et dans les micrométéorites, 10 000 tonnes par an tombent sur Terre, eh bien, on trouve toute une série de composés d'intérêt biologique, des acides aminés, des aldéhydes, des alcools, de l'urée, des purines. Les purines, ce sont les bases A et G, les bases azotées de l'ADN et de l'ARN, etc., etc. En plus, on a trouvé dans l'espace détecté par Rosetta sur la comète Chury un acide aminé très commun dans toutes les protéines qui est la glycine. Et puis on fabrique des comètes de laboratoire. À Marseille, par exemple, Christian a parlé de la chiralité. Un laboratoire a réussi à trouver des molécules chirales dans ces simulations artificielles en laboratoire, de comètes artificielles. Enfin, dans la météorite de Murchison, qui est une des plus étudiées, dans les laboratoires, eh bien, on a trouvé des vésicules de type membranaire, comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, et puis on trouve donc des acides aminés en grande quantité, dont 8 interviennent dans les protéines, et on trouve des dizaines et des centaines de bases azotées, identiques à celles que l'on trouve dans les acides nucléiques. On y reviendra. Donc la biomasse primitive sur Terre, eh bien, elle provient de différentes sources. Elle ne provient pas uniquement d'un seul site écologique,
mais elle provient aussi bien de l'atmosphère que de manière extraterrestre, ou bien à partir de la Terre même, dans les sources hydrothermales, etc. Donc, si je reprends cette échelle des temps géologiques dont j'ai parlé tout à l'heure, évidemment, on veut chercher des traces de vie sur Terre. Et les traces de vie, les premières traces de vie qui ont été supposées, exactes, et puis que ça a été énormément controversé, ce sont ce que l'on appelle des stromatolithes. C'est-à-dire, stroma, ça veut dire couche, lithe, ça veut dire pierre, donc des couches de pierre qui sont empilées les unes sur les autres et qui sont le produit de l'activité de cyanobactéries. Vous allez le voir ici, dans cette diapositive. Ici, donc, vous avez des stromatolithes modernes qui se forment aujourd'hui encore dans la baie des Requins en Australie occidentale. C'est-à-dire des cyanobactéries exercent un métabolisme et l'activité de ce métabolisme, produisant du CO2, précipite avec le calcium pour former du carbonate de calcium et ça va former des couches de pierre qui s'empilent, comme vous le voyez ici, un empilement comme ceci. Et puis, comme vous le voyez ici, évidemment, je parle trop, évidemment, ici, le problème, c'est qu'il y avait très très peu d'oxygène sur Terre avant 2 milliards d'années. Donc on se dit, les cyanobactéries, non, ce n'est pas possible. Par contre, des découvertes récentes ont montré que du sulfure d'hydrogène était capable de remplacer l'eau et de produire autre chose que de l'oxygène. Et on a trouvé des stromatolithes dans la région de Ziani-Zaa à Mayotte. Donc il y a d'autres bactéries, des ferrobactéries, qui produisent également des encroûtements de ce type. Et donc l'idée, c'est que la biodiversité est originelle. On parle beaucoup aujourd'hui de biodiversité, mais dès les origines de la vie, plusieurs types de métabolisme ont dû avoir lieu à la surface de la Terre et ailleurs. Ensuite, la deuxième chose que nous apprennent ces récentes découvertes, Ziani, c'est il y a 2 ans ou 3 ans, etc. Donc la deuxième chose que nous apprennent ces découvertes, enfin que confirment ces découvertes, c'est qu'il n'y a pas de vie possible en dehors de son environnement. Si vous me demandez la définition de la vie, pour moi, c'est l'ensemble de toutes les relations établies entre les êtres vivants, entre eux et avec leur environnement. Il n'y a pas de vie possible en dehors des rapports que nous avons avec l'environnement. Il n'y a qu'à voir, nous, ce que je vous ai dit en introduction, et puis les autres organismes vivants. J'essaye d'accélérer pour vous montrer cet arbre buisson du vivant. Vous voyez ici les bactéries, vous voyez ici les eucaryotes. Donc nous sommes vraiment une minuscule apostrophe ici, dans ce domaine-là. Et puis les archébactéries, donc, qui sont beaucoup plus proches des eucaryotes que des bactéries. Et vous voyez ici qu'il y a 15% de ce que l'on appelle les candidate phyla radiation, c'est-à-dire des choses, des choses qui ressemblent à ce que l'on trouve dans les bactéries, que ce soit des fragments de ribosomes, des fragments de membranes ou de parois, des noyaux, des morceaux de séquences d'ADN, mais qui ne matchent pas avec tout ce que l'on connaît et qui est répertorié dans les bases de données. Donc, on appelle ça des CPR, c'est-à-dire Candidate Phyla Radiation, qui sont sans représentants isolés et pas complètement identifiés à ce jour. Ceci, évidemment, va dans le sens de ce que je vous ai dit, que nous ne connaissons que 10 à 15% des organismes vivants connus à ce jour. Alors, on a dressé une database des modifications que l'on connaissait dans l'ADN. Vous voyez ici, je vais très vite, que dans les 3 domaines du vivant, on connaît un très très grand nombre de nucléosides modifiés qui sont représentés évidemment dans l'ancêtre putatif commun et puis qui pourraient avoir existé dans le monde prébiotique. On sait aujourd'hui refaire en laboratoire des bases azotées, par exemple à partir d'éthylène et d'ammonia, on peut fabriquer un des cofacteurs très très importants du métabolisme. Donc la question évidemment se pose sur comment ça se passe ailleurs, puisque ça se passe sur Terre, vraiment tout près de nous, comment ça se passe ailleurs. Donc vous voyez ici une autre représentation de ce que je suis en train d'essayer de montrer, à savoir que ici en jaune,
sont représentés tous les nucléosides, ce qu'on appelle non canoniques, c'est-à-dire autres que ceux que l'on trouve dans ADN et ARN. Ici, tous ceux que l'on trouve dans le monde vivant. Et à l'interface, en vert ici, tous les nucléosides non canoniques que l'on trouve dans les deux types d'investigation, c'est-à-dire dans le monde vivant et dans les expériences prébiotiques. Donc cette partie verte là de non canonique pourrait être des vestiges d'un monde prébiotique. D'autre part, toujours dans cet esprit de trouver autre chose que ce que nous connaissons, que nous avons commencé à bien connaître et à identifier et à répertorier dans les bases de données, eh bien vous voyez que l'on construit des systèmes génétiques alternatifs, des AXN, des acides xénonucléiques. Et là, à côté de la molécule d'ADN et d'ARN que vous voyez ici, eh bien, plusieurs modèles sont fabriqués, testés en laboratoire, et on s'aperçoit qu'une transition est possible entre des systèmes différents sans perte d'informations génétiques. La métaphore, c'est que eh bien, les hommes préhistoriques dessinaient des aurochs avec du charbon sur les parois des roches. Eh bien, aujourd'hui, on peut faire exactement le même dessin, donner la même information avec un crayon à papier, et encore mieux, de manière digitale. Donc l'idée qui germe dans beaucoup de laboratoires, de la chimie des systèmes et de la biologie de synthèse et de la xénobiologie, c'est que des premiers ou des autres systèmes ou des futurs organismes avec différents matériels génétiques peuvent être encore sur Terre, peuvent exister ailleurs, dans d'autres systèmes solaires ou extrasolaires d'ailleurs, et puis avec des organisations que l'on appelle aujourd'hui hétérogénétiques. Alors, un petit récapitulatif de ce que je vous ai dit. ADN, ARN, on connaît 4-5 bases azotées, A, T, U, G, C. On connaît une base Z aujourd'hui qui a été refabriquée en laboratoire et que l'on a trouvée dans des bactériophages. Les bactériophages, on en connaît une quantité absolument incroyable. Ce sont les virus qui mangent les bactéries. Eh bien, on a trouvé cette base Z dans des bactériophages. On en connaît donc plus d'une centaine de bases azotées. Les protéines, comme vous le savez, qui sont constituées d'acides aminés, qui sont très importants, ce sont les anticorps, ce sont les enzymes, enfin c'est l'hémoglobine, c'est tout ce que vous voulez, c'est plus de 50% du poids sec d'un organisme vivant. Eh bien, si on n'en connaît que 21 qui sont génétiquement codés, il ne faut jamais oublier que l'on en connaît 500 dans le monde vivant, dont 149 entrent dans la composition des protéines. Donc l'idée qui est venue à l'esprit des chercheurs qui recherchent les origines de la vie et ce qu'on ne connaît pas de la vie, ici ou ailleurs, eh bien, c'est d'enrichir l'alphabet génétique, de passer de 4 à 6 lettres. Et vous voyez que si on enrichit cet alphabet génétique, on a, au lieu d'avoir les 64 triplés qui codent pour les 20 acides aminés, eh bien, on peut arriver jusqu'à 216 triplés, 512 triplés, etc. Donc, je reviens à l'exobiologie. L'idée, c'est élargir le jeu des possibles, augmenter l'ADN, enrichir l'alphabet de l'ADN. Alors, que fait-on aujourd'hui en laboratoire qui pourrait avoir un rapport avec ce que vous faites ici? C'est que l'on fabrique, donc, c'est pour ça que j'avais commencé par les liposomes, on fabrique aujourd'hui des cellules synthétiques minimales, c'est-à-dire des compartiments qui enveloppent des bioréacteurs pour imiter les processus cellulaires. Et ceci est envisagé comme un outil pour les missions spatiales de longue durée et pour installer des colonies extraterrestres. On fabrique également, mais là je vais aller très vite, des cellules synthétiques minimales. Vous avez peut-être entendu parler de Craig Venter, des Escherichia coli modifiés. Et là, relativement récemment, un article absolument fondateur, des Hashimoji, les Japonais, ont fabriqué donc un ADN à 8 lettres. Hashi, ça veut dire 8, Moji, ça veut dire mots, les lettres. Et donc, ils ont fabriqué donc, des ADN qui sont capables, qui ont incorporé ces Hashimoji sans perturber la structure de l'ADN et qui sont à la fois transcrits en acide ribonucléique. Donc, vous voyez qu'on franchit des pas absolument considérables, presque aussi considérables que ceux que vous abordez ici, avec tout ce que j'ai vu depuis hier et qui m'a complètement
époustouflés dans les rovers et toute la technologie absolument géniale sur laquelle vous travaillez. Donc vous voyez qu'aussi en biologie et en biochimie, il y a beaucoup de choses nouvelles qui se font, qui ne sont pas tout à fait complètement connues, mais qui le seront, commencent à l'être et qui le seront dans les jours à venir. Donc l'idée, c'est que la recherche de vie, de traces de vie sur Mars et ou ailleurs, ne peut pas se limiter à cibler des molécules semblables à celles que nous connaissons dans les domaines du vivant que je vous ai... Donc, tout ce que vous ramenez sur Mars, tout ce que vous identifiez, a un intérêt absolument fondamental et mérite d'être analysé. Aujourd'hui, la chimie a des méthodes de chimie analytique extrêmement puissantes qui montrent que dans les météorites, dans les astéroïdes, on trouve pléthore de bases azotées, on trouve pléthore d'acides aminés. Donc, tout ce que vous trouvez qui ne ressemble pas a priori aux éléments canoniques, aux briques élémentaires canoniques, a de la valeur et doit être analysé. Alors, juste deux autres choses sur survivre ailleurs, dans l'espace. Eh bien, vous avez certainement entendu parler de Deinococcus radiodurans, qui est une bactérie extrémophile qui résiste aux UV, aux radiations ionisantes, à H2O2, à l'eau oxygénée, etc. Et elle a été mise sur les parois de la Station spatiale internationale pendant 3 ans, et elle est revenue absolument saine et sauve sur Terre, alors qu'elle a été soumise à ce traitement peu enviable sur les parois de la station. Donc l'idée, c'est évidemment, ça a fait ressurgir l'hypothèse ancienne de la panspermie, comme quoi la vie existait ailleurs et est venue ensemencer la Terre primitive. Ceci ne veut pas dire que c'est de la panspermie. Mais par contre, cette découverte-là montre que cette bactérie a un système de réparation de l'ADN extrêmement intéressant qui lui permet de ressusciter quelques heures après sa mort. Et certains pensent que c'est un disque dur à ADN qui permettrait de résister à tous les holocaustes nucléaires que nos politiciens nous promettent en ce moment. Donc, et évidemment, à la recherche du secret de l'immortalité, eh bien, les transhumanistes utilisent également les résultats autour de radiodurans pour essayer de redonner une jouvence à l'humanité, faire des thérapies régénératives, etc. Autre organisme extrêmement important, alors cette fois-ci ce n'est plus une bactérie, c'est un eucaryote, le tardigrade, dont vous avez certainement entendu parler, qui est un animal à 8 pattes, que vous voyez ici, il est mignon comme tout, on dirait un ourson. D'ailleurs, son premier nom c'était ourson de mer. Et il résiste à des environnements extrêmes, moins 73 à 340 degrés. Il est extrêmement résistant aux rayons X. On le trouve en haut de l'Himalaya et dans les sources chaudes sous-marines. Certains peuvent survivre dans le vide spatial. Lorsqu'ils sont privés d'eau et de nourriture, ils se replient en cryptobiose, c'est-à-dire qu'ils ont une espèce de période de stase, jusqu'à ce qu'on réactive son métabolisme avec une infime gouttelette d'eau. Et là, il se remet à vivre, c'est absolument génial. Cette stase peut durer une 30aine d'années. Et donc, on a trouvé des tardigrades dans le permafrost, dans les eaux glacées de l'Arctique. Certains pensent que seuls survivraient également à une stérilisation totale de la Terre. Alors, sachez quand même que le tardigrade est présent depuis avril 2012 sur la Lune, donc peut-être qu'on va le rencontrer, suite au crash de la sonde israélienne Bereshit, qui à son bord avait embarqué 1 millier de tardigrades. Donc maintenant, je vais vous parler de choses plus terre à terre, si je peux dire, bien que ça se passe dans l'espace, c'est-à-dire ce que nous faisons aussi en laboratoire, et ceci grâce au soutien du CNES. Nous travaillons donc avec une équipe de chercheurs japonais de la JAXA. Donc vous voyez ici le nom de tous ces collègues. Et nous avons créé un petit consortium avec l'IAS, le LRS, Monaris et l'ISIEB, 4 laboratoires impliqués dans ce projet qui s'appelle Tempopo et qui consiste à étudier des impacts qui se sont produits dans un module expérimental
qui est posé ici sur l'ISS, la Station spatiale internationale. Et vous voyez que ce module est constitué donc d'un conteneur en aluminium, et ce conteneur en aluminium est représenté ici. À l'intérieur de ce conteneur en aluminium, il y a 2 couches d'aérogel de silice qui sont censées réceptionner toutes les particules qui passent à proximité de la Station spatiale internationale. Alors nous, au laboratoire, nous avons montré par une technique vraiment spéciale qui s'appelle le SERS, pour Surface Enhanced Raman Spectroscopy, c'est-à-dire la spectroscopie Raman exaltée de surface. Eh bien, nous avons montré que nous pouvons, c'est-à-dire de l'adénine au contact d'un colloïde d'argent, peut délivrer un signal que vous voyez ici, qui est extrêmement net, à 730 cm-1. Donc ce travail a été publié en 2019. Et aujourd'hui, nous essayons, j'ai reçu des échantillons lundi dernier au laboratoire en provenance du Japon. Nous essayons donc de réaliser ce SERS qui augmente quand même le signal Raman de 10 puissance 8 à 10 puissance 10. Eh bien, nous essayons d'identifier de l'adénine fixée sur des surfaces minérales. Parce que, évidemment, ce qui va aller frapper les gels de silice sur la station spatiale, eh bien, ce sont forcément des poussières spatiales, éventuellement des micrométéorites. Et donc, nous avons envoyé au Japon des serpentinites. On trouve beaucoup de serpentinites sur la surface de Mars, on en trouve beaucoup dans les météorites, enfin, etc. Donc, l'idée, c'est de fabriquer des poudres minérales de serpentinite, de momorionite, de silice, sur laquelle nous avons esquiché, si je peux dire, pour aller vite, parce que j'ai beaucoup dépassé mon temps, de l'adénine. Nous avons chauffé dans les mêmes conditions que ce qui a pu se passer sur la surface de la Station spatiale internationale, et nous caractérisons par infrarouge à transformer de Fourier, par Raman et par CERS, ces échantillons enrichis en adénine. Bien entendu, nous recherchons aussi de la 2,6-diaminopurine, qui est une des bases non canoniques que l'on trouve dans les bactériophages, pour l'instant uniquement dans les bactériophages, mais que l'on trouve également dans les chondrites carbonés. Donc même chose, le même type de travail est fait sur la météorite Paris à l'IAS. Et je vais aller vite pour vous donner donc les perspectives, les caractérisations sur la météorite Paris, tout ce que j'ai dit sur l'investigation CERS sur des minéraux implémentés en interaction en molécules organiques. Et puis, donc, pour conclure quand même, pour ne pas trop dépasser mon temps, mais on pourra en discuter si vous avez le temps aussi après. Eh bien, pour conclure, la recherche de vie sur Terre ou ailleurs doit tenir compte de plusieurs éléments, à savoir que si la vie reprenait le chemin emprunté sur Terre il y a 4 milliards d'années, personne aujourd'hui ne peut certifier qu'elle suivrait le même chemin. Puisque, comme je vous l'ai dit, la vie est complètement... On ne peut pas définir la vie indépendamment de l'environnement. Or, tous les événements, que ce soit les chutes de météorites, les tremblements de terre, les glaciations, enfin, etc., tous ces événements-là sont incontrôlables, en tout cas à notre connaissance aujourd'hui. Et donc, le chemin qu'aurait pris la vie si les mêmes conditions initiales étaient reproduites, eh bien, serait totalement différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc ça, c'est pas pessimiste. Hein. En fait, des fois, les étudiants, quand je leur dis ça, ils font la grimace. Mais je vous assure, c'est pas pessimiste parce que ça veut dire que des boulevards de recherche s'ouvrent devant eux. Ensuite, si la vie a existé ou existe ailleurs, bénéficiant des mêmes conditions, elle n'a pas la même histoire, évidemment. Et donc, la question que l'on doit se poser ici, dans ce lieu saint du CNES, si je peux dire, c'est comment reconnaître et ou identifier quelque chose que nous sommes incapables de conceptualiser réellement, de cerner réellement.
Donc ça, c'est la première question. Et la dernière sur laquelle je voudrais conclure, c'est... tout le monde connaît Schrödinger, tout le monde a transpiré sur l'équation de Schrödinger, enfin je l'espère comme moi. Eh bien, Schrödinger, dans son ouvrage formidable de 1944, qui s'appelle « Qu'est-ce que la vie ?», eh bien, se posait la question de savoir est-ce que la vie est basée sur les lois de la physique. Eh bien, à un moment donné, il disait, mais avec énormément d'hésitation, mais il l'a écrit quand même, nous devons être préparés à trouver de la matière vivante, vivante, donc, de manière qui ne peut pas être réduite aux simples lois ordinaires que nous connaissons donc de la physique. Nous devons être préparés à trouver de nouveaux types de lois physiques à l'œuvre, au travail, donc dans la matière vivante. Donc voilà, donc je voulais vous remercier pour votre attention et puis terminer sur une phrase de Confucius, non pas que je sois bouddhiste ou chinoise ou je ne sais quoi, mais qui me paraît être que l'on peut appliquer donc à nos travaux et à nos recherches, à savoir que celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. Et tous les jours dans nos laboratoires et vous, dans vos simulations et dans vos constructions, je pense que ce que nous faisons ensemble constitue à déplacer les petites pierres. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Marie-Christine pour cette conférence passionnante. S'il y en a qui ont 5 petites minutes, on va prendre 1 ou 2 questions juste pour conclure. Donc moi j'ai une question sur le Skype, il y avait quand même 120 personnes qui s'étaient connectées par Skype. Donc je vais vous relayer la question qui est sur le Skype et si après il y en a dans la salle, vous me faites signe et je vous amènerai le micro. Donc la question c'était une question de Gaël. J'ai une question concernant le monde ARN. Dans ce monde, ne devrait-il pas exister un processus de réplication autonome de l'ARN ? Comment expliquer que celui-ci n'existe plus aujourd'hui ? Alors, bon, évidemment, c'est une très bonne question parce que pendant très longtemps, jusque dans les années, fin des années 80, on a pensé que l'ARN, c'était une molécule charnière. C'est-à-dire que c'était le lien entre l'ADN et les protéines parce que justement, il n'y avait pas ces propriétés de réplication. Et en fait... on a découvert dans les années 1980, et c'est ce qui a valu le prix Nobel à Thomas Cech et à Sidney Altman pour cette découverte, on a découvert qu'il y avait de l'ARN qui exerçait des activités catalytiques, c'est-à-dire qui se comportait exactement comme des protéines. L'ARN transmet à la fois de l'information et est également capable d'actes catalytiques dont on croyait seul, jusque à la fin des années 1980, dont on croyait seul les protéines capables. On pensait donc qu'il fallait absolument que, pour que la réplication se produise, que l'ADN soit répliqué par l'intermédiaire de toute une série d'enzymes, des ADN polymérases, enfin, etc., des réplicases. Et bien là, on s'est aperçu que l'ARN était capable d'activité catalytique. Et c'est ce qui s'exerce d'ailleurs avec les viroïdes dont j'ai parlé, puisque certains viroïdes de la famille des avocados, blotch viroïdes, eh bien, sont capables, parce qu'ils sont à la fois un ARN, ils portent une information, et à la fois ils possèdent ce qu'on appelle un ribozyme. Ribozyme, c'est la contraction de ribose que l'on trouve dans l'ARN, et zyme que l'on trouve dans enzyme. Donc, certaines espèces, dont les viroïdes, possèdent ces ribozymes et sont capables donc de se répliquer grâce à l'activité de ces ribozymes. Donc c'est absolument génial. Enfin, moi, c'est ma passion. Et ensuite, Ada Yonath, qui a obtenu le prix Nobel de chimie aussi pour la découverte de la structure du ribosome, a montré que le ribosome est un ribozyme. Et dans les années, je ne sais plus combien, 2010, ou enfin regardez, dans Science, la couverture de Science, c'est « The ribosome is a ribozyme ». Donc le ribosome est un ribozyme. Ça a été une découverte absolument extraordinaire. Donc l'ARN, c'est vraiment une molécule dont tout le monde pense aujourd'hui qu'elle a précédé l'ADN. Mais ceci dit, l'ARN, c'est déjà encore une molécule sophistiquée. On ne peut pas dire que l'ARN, c'est la génération spontanée de la vie. Pour arriver à l'ARN, il a probablement fallu qu'il y ait des pré-ARN et d'autres molécules, peut-être comme celle que je vous ai montrée très très rapidement. Je suis désolée, je suis allée un peu vite. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ? Profitez-en, on a aussi Christian et André avec nous. Donc, Merci pour votre présentation.
Quand on parle d'exobiologie, donc en conclusion, vous nous avez dit qu'on ne pouvait pas forcément se limiter à la conceptualisation de la vie qu'on a actuellement. Est-ce que vous pensez qu'il existe quand même un cadre avec des bases spécifiques parmi les briques élémentaires dont vous nous avez parlé, ou est-ce que c'est complètement ouvert et vous pensez qu'il faut garder un esprit ouvert là-dessus, quoi? Alors, première réponse, il faut garder un esprit ouvert. Deuxième réponse, vous avez raison de préciser que on ne peut pas conceptualiser quelque chose que notre cerveau et que notre technologie est incapable de mettre en œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qu'on ne saura peut-être que dans 20 ans, parce qu'on aura conçu d'autres outils intellectuels et technologiques qui nous permettent d'accéder à quelque chose qu'aujourd'hui on ne peut même pas imaginer. Mais il faut quand même travailler. C'est la caractéristique première de l'homme, de l'espèce humaine, c'est de travailler, de creuser, d'inventer, de découvrir, enfin, etc. Et donc aujourd'hui, on est obligé de travailler dans un certain cadre conceptuel qui est la chimie du carbone, et puis donc la formation de molécules carbonées telles qu'on les identifie aujourd'hui dans tout ce que l'on connaît, entre guillemets, de vivant. Ceci dit, il faut que vous quittiez jamais à l'esprit le fait que l'on ne connaît que 15% du vivant aujourd'hui sur Terre. Donc il y a 80% de choses à découvrir, et c'est à ça que les jeunes doivent s'atteler aujourd'hui. Enfin, je le dis toujours à mes étudiants, vous avez une chance absolument inouïe. Je suis jalouse de tout ce que vous allez pouvoir faire dans les 20-30 prochaines années, et il n'y a qu'à voir, certaines personnes là, ont déjà une carrière avancée. Regardez, retournez-vous, tout ce qui a été découvert ces 20-30 dernières années, c'est absolument incroyable. Donc sachez que dans 20 ou 30 ans, vous parlerez de tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui comme j'ai parlé aujourd'hui d'Oparine, d'Haldane et de Stanley Miller, probablement. Enfin, je l'espère, j'en suis sûre. Un grand merci pour toutes ces réponses. On va clore cette conférence ici parce qu'on a un petit peu dépassé le temps. Merci à vous d'être venus. Merci à ceux qui se sont connectés par Skype. Et on se retrouve le mois prochain pour le prochain After Lunch.